Bonjour, bonjour le Cameroun, bonjour les Camerounais, bonjour l'Afrique tout entière. Je fais ce live, ce podcast pour parler d'une figure qui devient une figure incontournable dans la politique et même dans le paysage, disons, médiatique camerounais et bientôt africain, parce que il faut se le dire. Moi, j'interviens aujourd'hui en tant que scientifique. Je suis le fondateur de la coiffologie, la nouvelle science panafricaine pour la restauration, la justice, l'ordre, la renaissance et le nouvel ordre africain mondial. Alors, quand je me retrouve devant des personnalités comme le frère aîné Tété Limbi Lobé, je me dis, tiens, il y a ici quelque chose qui ressemble à la science que je suis en train de ramener aux Africains, celle de, justement, la connaissance, cette rectitude sur laquelle on s'appuie par la connaissance pour pouvoir construire la cité. Et je crois que nous sommes sur une voie qui est une voie qu'il faut considérer, qu'il faut mettre en exergue. Et je crois que les interventions, tout le monde les a vues, de monsieur Limbi Lobé. Je l'appelle Tété parce que je me retrouve ici dans la configuration Sawa. Et je me dois, quand je suis devant un aîné, de lui donner tous les respects qui lui sont dus. Et je dis ici que nous avons là un phénomène qui nous permet de croire, nous qui croyons qu'un Cameroun différent est possible, qu'un Cameroun droit, un Cameroun juste, un Cameroun qui respecte certaines valeurs humaines basiques est possible par rapport à un Cameroun qui est dans ce que j'appelle le prisme colonial projectif. Donc, nous sommes donc dans cette dimension-là, cette dimension qui est celle de voir comment est-ce qu'on ramène notre pays à une sorte de gouvernance qui soit une gouvernance qui gère un certain équilibre devant l'esprit d'envahissement et même de, comment je veux dire, d'extraction comme ça, effrénée des ressources, des biens et tout ce qui existe. Mais moi, c'est effroyable, c'est effroyable. Ça me rappelle un peu ce que je décris dans mon travail scientifique, la spirito-psychopathologie des Occidentaux. On a au sein de nous en Afrique, dans nos propres communautés africaines, des communautés qui se sont transformées, qui existent aujourd'hui comme des sociétés colonialistes qui ont embrassé le colonialisme, qui opèrent avec les paradigmes du colonialisme. Et ça, malheureusement, nous nous retrouvons devant une ère. Il faut se le dire très ouvertement. Nous sommes devant une ère paradigmatique. C'est une ère qui a été annoncée par les mages spirituels occidentaux, orientaux et j'en passe et d'autres, les ésotéristes de tout bord dans notre univers frauduleux et puis des imposteurs, l'univers qui nous a offert les mysticistes ou les mystiques ou comme vous voulez, qui n'ont été que des résultats d'une sorte de fraude. Une fraude universelle bien orchestrée, bien organisée, qui aujourd'hui, grâce à la révolution numérique et digitale, sont en train de tomber en désuétude. Donc du coup, ça nous laisse apparaître, ça nous laisse voir des vérités qui ont été longtemps cachées et qui permettent de redonner de nouvelles formes à nos sociétés et puis à ce que j'appelle ici, pour emprunter un terme qui est propre à des scientifiques latino-américains de l'Amérique du Sud, c'est l'épistémologie. L'épistémologie aujourd'hui, c'est une science qui remet en question
certaines vérités qui ont été reconnues à l'époque comme des vérités qui sont pourtant des mensonges, de grossiers mensonges. La même chose s'est produite au Cameroun avec l'avènement de la colonisation. Il faut dire que la colonisation marche avec tout ce qui est mensonge, tout ce qui est imposture, tout ce qui est désordre, tout ce qui est bordel, tout ce qui est sale, tout ce qui n'a pas de sens, tout ce qui est corrompu, tout ce qui est pervers, tout ce qui est narcissique. Et on se retrouve aujourd'hui au Cameroun, comme partout ailleurs, avec des communautés qui ont développé un aspect narcissique notoire qui veut que il faut qu'ils quittent chez eux. C'est aussi simple que ça à comprendre, hein. Il faut qu'ils quittent chez eux pour aller occuper les terres des autres parce qu'ils ont cette fascination, cette obsession de ce qui ne les appartient pas, la culture des autres, ou alors imposer aux autres leur culture, ou alors trouver des moyens de se mixer, de se marier pour essayer de comme ça vivre aux dépens, ou alors je sais pas, toujours est-il que c'est des formes d'existence qui sont assez bizarres, quoi, que on a vu se développer au Cameroun pendant des décennies et qui aujourd'hui sont en train de se retourner avec des lois par ailleurs qui sont en train d'être votées parce qu'on commence à se rendre compte du danger que représentent certaines communautés qui sont des communautés très envahissantes. Et sur cela, il fallait bien qu'émergent des penseurs, des voix politiques comme notre frère aîné Elimbi Lobé, qui justement, depuis des décennies, n'a pas arrêté de s'exprimer. Et aujourd'hui, grâce à la coiffologie, on se demande si il n'est pas temps, justement, que Elimbi Lobé commence à être reconnu comme un penseur épistémologue, un penseur épistémologue dans le sens clair du terme camerounais. Parce que aujourd'hui, dans ce courant que constitue, qui émerge au sein de la science qu'est la coiffrologie, nous voulons établir les nouveaux courants de pensée qui existent, qui sont là, qui sont en train d'émerger sans que beaucoup se rendent compte que justement, nous sommes en train de voir émerger une nouvelle pensée camerounaise, une nouvelle pensée africaine qu'il faut soutenir devant l'épistémicide. L'épistémicide, c'est le désordre, c'est le chaos, c'est la folie qu'on voit quand on aperçoit des individus qui se posent des questions par rapport à des vérités qui blessent, qui font mal, qui assènent, qui déstabilisent, qui viennent justement de la bouche de Elimbi Lobé. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Nous, en sciences, disons en pédagogie d'enseignement supérieur, on nous avait déjà prévenu, on a étudié ça, on savait que ça va venir. Et moi, ça m'amuse beaucoup quand je vois, ça veut dire la pléiade de jeunes blogueurs d'une certaine communauté qui se lancent comme ça dans le blogging ou je ne sais pas ce qu'ils font pour essayer de discréditer une personne qui fait un travail scientifique. C'est Elimbi Lobé, c'est un scientifique, c'est quelqu'un qui a fait des études scientifiques, il connaît les canons, les repères de la science, il sait ce qu'il fait. Donc, quand des individus l'appellent pour des interviews, souvent je me demande, mais est-ce qu'ils se sont vraiment préparés pour aller lui poser certaines questions? Vous vous faites humilier, vous vous faites ridiculiser quand vous invitez quelqu'un comme Elimbi Lobé. Il vous donne une raclée épistémologique de classe. Je sais pas comment parfois les jeunes journalistes camerounais ne prennent pas le soin. Là aujourd'hui, je leur donne des éléments parce qu'il faut qu'ils commencent à comprendre. J'ai fait un article qui va apparaître aussi dans Academia pour situer la pensée du frère aîné Elimbi Lobé comme la pensée épistémologique camerounaise et bientôt africaine, parce que c'est un nouveau courant qui est en train de s'étendre, qui est en train de prendre du terrain. Et nous voulons au sein de la coiffrologie référencer déjà Elimbi Lobé comme un parmi, parce nous avons déjà repéré une petite poignée d'épistémologues au niveau du Cameroun, au sein justement de la pensée, du débat, la discussion politique. Nous avons vu des personnes qu'on a vu vraiment être convaincus des épistémologues, et on en a besoin devant la situation de décolonisation dans laquelle nous sommes entrés. Parce que
On ne peut pas opérer les ruptures en Afrique avec les gouvernements, le système dans lequel nous sommes, si nous n'avons pas des personnalités intellectuellement préparées de façon structurée dans leur mental, justement, pour pouvoir opérer, pour pouvoir comprendre et interpréter les paradigmes nouveaux qui sont en train de se mettre en place. Parce que au sein de la coiffrologie, la science, la nouvelle science que je véhicule par exemple, il y a des nouveaux concepts de décolonialisation ou décolonialité comme vous voulez, qu'il faut pouvoir savoir comprendre, pour pouvoir savoir interpréter. Et ils sont pas beaucoup que je vois sur les plateaux de télévision qui s'en sortent, qui sont sur cette lancée-là, qui montrent même déjà des signes d'une certaine volonté, d'un certain besoin de pouvoir changer la société camerounaise et du fait même la société africaine. Nous sommes au milieu d'une période que j'appelle moi la Renaissance africaine. D'autres appellent ça l'ère du Verseau. Pour moi, l'ère du Verseau, c'est une fraude, c'est une imposture. Ça n'existe pas. C'est des connaissances qui ont été volées un peu partout dans le Moyen-Orient, au nord de l'Afrique, chez nos frères Kemet, pour créer par après ce que nous avons eu. Aristote qui invente je ne sais pas quoi, qu'il est parti en même temps que Hermès Trismégiste, et j'en passe et d'autres. C'est des gens qui ont catapulté la Renaissance occidentale, la Renaissance européenne, qui n'est rien d'autre que un effet de sursaut, d'émulation devant la splendeur de la civilisation égyptienne qu'ils ont vue et qu'ils ont essayé de reproduire par après pour avoir la Renaissance européenne. Donc, on ne peut pas compter sur ces gens-là parce que les bases de leurs connaissances sont des bases de récupération, des vols, des plagiats et j'en passe et d'autres. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre justement grâce à la coiffrologie, nous sommes en mesure de soutenir nos arguments parce qu'ils sont là. Nous sommes en train de nous retrouver devant des faits historiques qui mettent en exergue l'aspect frauduleux, l'aspect qu'est-ce que je veux dire voilà, Aristote, c'est un paquet de fraudes, c'est une philosophie de ramassis, de je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, justement, l'universalisme est en train de connaître une crise qui mérite que nous les Africains, justement, on saisisse en allant découvrir les vérités qui sont là, qui démontrent. C'est un travail qui est fait aujourd'hui par des chercheurs scientifiques qui sont en train d'essayer de faire des rapprochements, des datations entre l'Europe. À l'Europe, on n'avait pas l'écriture. L'Europe n'avait rien pour pouvoir présenter des documents écrits pour qu'on vienne réclamer certaines connaissances qui ne sont pas les leurs, qui sont des connaissances qu'ils ont empruntées ailleurs. C'est pour dire que justement, nous sommes entrés dans une ère qui est l'ère de la Renaissance africaine. C'est comme ça que, grâce à la coiffrologie, moi j'appelle ça, il faut bien que dans le basculement paradigmatique qui est en train de s'opérer, il y ait des intellectuels africains qui soient en même de saisir la puissance de ces concepts, de ces éléments, de ces énergies qui nous sont envoyées, de ces vibrations qui nous sont envoyées, qu'on puisse les saisir, qu'on puisse les transformer en concepts, en outils qui deviennent des paradigmes, et paradigmes par après qui deviennent des modèles qu'on utilise pour reconstruire nos sociétés, reforger une pensée et nous mettre à reconstruire, disons, des conditions existentielles qui soient des conditions existentielles favorables pour nous-mêmes et peut-être pour toute l'humanité. Donc, dans ce travail-là que je me suis lancé grâce à la coiffrologie, par la coiffrologie, je crois qu'aujourd'hui, nous avons une dimension épistémologique. L'épistémologie est une science, puisque nous, dans la coiffrologie, nous sommes une science assez interdisciplinaire. Il y a un aspect de l'épistémologie dans la coiffrologie qui, aujourd'hui, me fait voir, quand je fais mes analyses, mes rapprochements
dans une dynamique, une perspective coiffologique, je vois bien dans le travail de Limbi Lobet et Limbi Lobet, disons une prononciation, ça veut dire une présence épistémologique d'une puissance assez exceptionnelle, parce que il faut non seulement avoir des connaissances, mais il faut savoir les articuler, il faut savoir les défendre. Et dans ce cadre-là, je crois que nous n'avons pas beaucoup de politiques camerounais qui se défendent, qui savent défendre leurs arguments, comme le professeur Elimbi Lobet. Surtout d'abord que les arguments de Elimbi Lobet tiennent. Elles sont des arguments qui aujourd'hui, à mon avis, sont en train de progressivement à se traduire, elles sont en train de se traduire en une pensée, qui est une véritable pensée, qui sera la pensée de Elimbi Lobet, que nous pourrons bientôt, disons, cristalliser dans des articles ou alors des ouvrages beaucoup plus solides, parce que je crois qu'il est temps qu'on donne à ce frère aîné, ce penseur camerounais des temps modernes, la place qui est la sienne, qui est au-delà de la place sur les plateaux de télévision, qui doit être une place normalement dans des universités où on devrait lui donner d'enseigner ce que nous considérons aujourd'hui certainement des programmes d'études qui sont des programmes d'études innovants qui peut être conçu, que nous pouvons proposer, par exemple la coiffologie, et d'autres que lui, il peut aussi, dans un travail de collaboration avec nous. Toujours est-il que nous sommes entrés dans une ère où, disons, les curricula doivent être changés, la pensée africaine est en train de changer, et il nous faut de la pensée telle que celle que nous propose le professeur Elimbi Lobet aujourd'hui dans cette cuisine, de cette grande cuisine de la pensée africaine, pour que nous puissions sortir pas seulement de l'épistémicide, mais de se positionner comme une nation au Cameroun, comme une grande nation de penseurs, de vrais penseurs. Nous en avons eu des penseurs. Nous en avons eu qui sont aujourd'hui entrés dans un travail qui fait que, à travers la coiffologie, ils vont même devenir des penseurs qui vont marquer l'histoire du monde tout entier. Je parle bien sûr du regretté professeur Eboussi Boulaga qui nous a laissé, mais justement, des marques qui ont été reprises dans la coiffologie et qui donnent une certaine dimension, une certaine puissance à la coiffologie. Et désormais, je crois que nous avons des personnages, des personnes, une pensée africaine qui va être soutenue. Et c'est pour ça, justement avancer dans mon propos, je propose comme Tété Elimbi Lobet est en train de se présenter aux élections législatives au Cameroun, je crois que c'est une opportunité, mais à ne pas rater pour les Camerounais. Je crois que c'est un moment crucial parce que nous sommes entrés dans une phase où le Cameroun ne se déterminera pas seulement par, et tout dit, par les hautes sphères qui sont la présidence ou je ne sais pas quoi. Le Cameroun a besoin des hommes politiques qui ont une certaine pédagogie, qui sont capables d'aller vers les gens, qui vont pouvoir discuter avec les communautés, comme il le fait aussi bien aujourd'hui, pour pouvoir, justement, dans ce travail de terrain, nous voulons voir des députés qui, au-delà des élections législatives, sont sur le terrain politique, comme il le fait si bien le frère aîné Elimbi Lobet, pour éduquer une société camerounaise qui est dans l'opposé de ce que c'est que l'épistémologie, c'est-à-dire l'épistémicide. La majorité des intellectuels camerounais qui ont été cooptés, qui sont restés dans le prisme colonial projectif, c'est-à-dire tout ce qui est corruption, manque d'éthique et j'en passe et d'autres, c'est des gens qui se sont mis dans justement
ce que j'appelle le syndrome de 1963, c'est-à-dire cette vague de cooptés qui sont devenus ce qui par après a fait en sorte que beaucoup commencent à sortir de la pensée panafricaniste parce que c'était devenu quelque chose de galvaudé, quelque chose de disons de complètement qui n'avait plus de sens. C'était des individus qui se faisaient appeler panafricanistes justement pour noyer le panafricanisme dans l'eau. Et aujourd'hui que le panafricanisme est mort dans son aspect idéologique, il renaît à travers les réseaux sociaux pour qu'on ait le panafricanisme de l'image qui nous fait ça veut dire qu'il ne nous fait aucune économie justement de nous rappeler qui ont été qui et finalement pour que justement un sursaut nous permette d'y penser de façon encore un peu plus sérieuse grâce aux têtes qui sont en train d'aujourd'hui reporter le panafricanisme. Et pendant qu'on est en train de reporter le panafricanisme, moi je crois et je dis ouvertement qu'on ne peut pas aujourd'hui se remettre à parler du panafricanisme sans parler du panafricanisme dans ce qu'il a comme ses syndromes. Il y a un syndrome de 1963, il y a un syndrome des Africains qui sont des faux panafricains, qui se servent du panafricanisme comme un fonds de commerce, qui l'utilisent pour être un jour à gauche, un jour à droite. Ils sont les mêmes qui, depuis on ne sait pas où à perpète, ils organisent des réactions, ils organisent des révolutions néocoloniales projectives. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes assis, et vous vous dites que vous êtes en train de vouloir changer le Cameroun. Vous allez changer le Cameroun comment? Un pays verrouillé aussi profondément, de façon systémique, de façon systématique. Vous vous levez un matin, vous vous dites oui, vous êtes spécialiste, philosophe, géostratège ou je ne sais pas quoi, alors que sur le terrain, le travail qu'il faut faire, c'est justement un travail de pédagogie. C'est un travail d'enseignement. C'est un travail d'amener les Camerounais à se réconcilier avec la vérité. Et ce travail-là, il faut des intellectuels qui font connaître aux jeunes qui naissent aujourd'hui la vérité sur l'histoire de notre pays. Sans quoi, nous n'allons nous réconcilier avec rien et nous ne serons en mesure de créer aucune vraie politique et de comprendre comment gérer notre pays. Donc aujourd'hui, vous voyez, il y a une flopée de jeunes qui se font, je ne sais pas quoi, ils sont, je ne sais pas si c'est des journalistes ou c'est des blogueurs ou c'est des questionneurs ou c'est des gens qui relaient les discours ou alors les posts des grands penseurs comme ça, qui se permettent comme ça de faire des interviews et j'en passe et d'autres. Je dis c'est bien, mais il faut pas avoir peur de l'histoire, surtout quand elle est racontée par des aînés qui ne sont pas des plaisantins, comme Elimbi Lobé, et que certaines personnes se mettent en posture de je ne sais pas quoi. Vous ne pouvez pas faire de l'opposition devant des faits qui sont des faits réels. Et c'est ça qui est un peu lamentable, parce que devant des faits historiques, certaines personnes confondent l'action politique. Soit vous êtes en train de faire un travail de... C'est que je crois que beaucoup ne comprennent pas, c'est que Elimbi Lobé fait un double travail. D'abord, c'est un travail d'homme politique, mais aussi c'est un travail de pédagogue. C'est-à-dire d'éduquer la société camerounaise. C'est sans intérêt de dire que un tel est un génocidaire, est un criminel. S'il l'a été, pourquoi on souffre que ce soit dit de cette façon-là? Il faut qu'on ait le courage. Il faut justement que les Camerounais aient une certaine dose d'intelligence émotionnelle pour pouvoir accepter certaines vérités. Sans quoi, la plupart des gens vont toujours être dans des états de panique, dans des états de choc, et c'est triste quand vous voyez s'exprimer dans des posts sur les réseaux sociaux des gens qui s'estomaquent, des enfants qui sont nés hier, qui découvrent la vérité et qui sont choqués,
et ben, qui laissent transparaître leurs émotions. Et ça démontre justement que c'est des gens qui n'ont vraiment pas de base, qui n'ont pas de base d'intelligence émotionnelle pour pouvoir se ressaisir. Ils ne font même pas d'efforts de recherche. Non, ils ne font pas d'efforts. Ils interpellent les gens à gauche, à droite pour dire oui, comme toi tu es opposé à Elimbi Lobé, viens répondre parce qu'il est en train de dire ceci. Oh, on appelle Bandakani, viens répondre parce que... Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous devez avoir vos propres arguments. Vous devez aller faire vos propres recherches scientifiques. Parce que Elimbi Lobé, non seulement c'est une personnalité référence, il a été là, et il vous envoie justement aller voir des familles qui sont présentes comme des évidences. Ne restez pas chez vous, ne vous cloîtrez pas dans vos petits téléphones à faire des beaux garçons et puis faire des faux relayeurs d'interviews, je ne sais pas quoi, quand vous vous trouvez devant des vérités qui vous font mal. La vérité, il faut pouvoir l'accepter. Et attendez-vous toujours à ce que Elimbi Lobé, on le lui connaît au moins. Ça, c'est sa marque. Vous ne pouvez pas lui refuser ça. C'est sa marque. Et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'il apparaît comme ça veut dire un penseur avec un courant de pensée épistémologique camerounais sur lequel nous autres, on compte pour construire le Cameroun de demain. Voilà pourquoi on tient à ce que sa candidature pour être député dans le département du Jouri soit retenue et que nous ayons dans les mois prochains, après ces élections-là, l'honorable Elimbi Lobé comme député de représentant Douala et représentant le Cameroun, parce que le Cameroun est entré dans une phase où doit se définir, soit doit se déterminer, soit le Cameroun plonge complètement dans ce que moi je crois appeler le précipice, ou alors on redresse progressivement ce pays. Et pour redresser ce pays-là, il y a des hommes politiques, il y a des penseurs épistémologues qui sont déjà là sur place, qui ont des tendances coiffrologiques, qui sont déjà là sur place. Il faut qu'on les mette aux affaires. Il y a des penseurs qui sont des penseurs pour une rupture, comme le Cameroun est dans une logique de rupture lente, douce, une rupture maîtrisée. Ben écoutez, mettez-les. Il y a Elimbi Lobé qui est quelqu'un de très raisonnable, qui va au sein de l'Assemblée nationale, justement, avec sa rectitude morale et son éthique, commencer à soulever et à porter des connaissances que certains députés même ont besoin. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, devant le prochain gouvernement qui va être mis sur pied, on aura un parterre de députés qui sont capables de présenter des projets de loi, qui sont des projets de loi qui obéissent avec ce que nous vivons aujourd'hui, qui est la renaissance africaine, c'est l'ère de la rupture. Peu importe, qu'on la veuille en douceur ou en je ne sais pas quoi, toujours est-il que cette rupture-là va se faire et elle a besoin des gens qui sont capables de savoir manipuler la vérité, l'épistémologie, la connaissance pour changer le Cameroun. On ne peut pas changer le Cameroun avec des corrompus, des gens qui achètent tout, des gens qui bazardent tout, des gens qui sont prêts à aller extraire tout, des gens qui sont prêts à vendre tout ce qu'ils ont de plus important. Donc le Cameroun a besoin de se redresser, et ce redressement-là, on l'a toujours dit, c'est pas en enlevant le chef de l'État, c'est pas en enlevant le président, c'est en construisant une société par des députés, des législateurs qui sont au contact avec les populations pour faire une double mission, d'abord d'éducation, de pédagogie, mais aussi de représentativité au sein de l'Assemblée. Donc, pour cela, je crois qu'Elimbi Lobé, pour Douala, représentera vraiment quelque chose de symboliquement puissant. Et Douala, comme la capitale économique du Cameroun, a besoin de quelqu'un de puissant pour pouvoir redonner une dimension, une envergure à Douala, qui ne soit pas une envergure de mercenaires, des gens qui sont venus, qui sont installés dans la ville pour s'enrichir, pour en mettre plein les poches,
pour leurs propres intérêts. Et Limbi Lobel le dit tous les jours. Il y a combien des halogènes qui travaillent dans des sociétés qui sont créées par des étrangers, par des non-sawa. Ce sont des questions primordiales. Ça fait trembler certains, ça met mal à l'aise, mais c'est la réalité qu'il faut qu'on vous assène, qu'on vous mette en face de vous. Parce que partout, ça va se faire comme ça. Attendez-vous à ce que toute la bande littorale soit contaminée par l'effet Elimbi Lobel. Ça va descendre bientôt à Kribi et ça va produire le même effet, je vous préviens, et ça sera comme ça. Voilà. Donc, je remercie beaucoup ceux qui ont suivi ou qui ont pris en relais, en train ce podcast et qui ont pris disons, qui se sont donné la peine de le partager à plusieurs parce que, justement, il faut que ce message soit entendu et que chacun comprenne la portée nationale que représente aujourd'hui Tété Elimbi Lobel que nous voulons voir à l'Assemblée nationale. C'est aussi simple que ça. Si on veut changer le Cameroun, si on veut voir le Cameroun renaître, il nous faut des gens qui ont une vision du Cameroun qui renaît, du Cameroun qui change. Et ce changement, il nous faut des gens qui sont des symboles, des paradigmes nouveaux pour lutter contre ce qui a toujours été l'opposé, c'est-à-dire la corruption systémique, la corruption pathologique. Je voudrais ajouter ici une terminologie coiffologique, la spirito-psychopathologie ambiante qui existe au Cameroun aujourd'hui pour relayer l'esprit, l'égrégore de la colonisation vampirique. Voilà. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous ai présenté Tété Elimbi Lobel pour la députation. Et voilà, n'hésitez pas, il faut voter tout simplement pour ce candidat. L'avenir de notre pays en dépend. Allez, voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour maintenant. Je vous souhaite une très bonne journée. On se dit pour d'amener. Bye.